Bonjour nos chères sages-femmes et مبروك عليكم هاد la semaine le 5 mai. J'espère que tout le monde vous avez eu l'occasion de faire des revendications, de bénéficier de certaines formations particulières, congrès ou autre chose. Et nous sommes toujours là avec vous. Je suis le docteur Gougam de la direction de la formation. C'est un plaisir pour moi de travailler avec vous, chers dentistes, et particulièrement aussi de travailler avec le professeur Gletti, qui nous a été, il y a 2 années de ça, d'une grande aide. Je pense que l'équipe de TBSA, qu'elle soit sage-femme ou médecin, ou gynécologue même, ont bien profité de sa présence. Elle a fait un excellent passage à leur niveau, un programme particulier qui leur a été destiné, et ils en témoigneront s'ils sont là. Et professeur Gletti, vous allez être avec nous, que ce soit pour les médecins, pour les sages-femmes. Par la suite, nous avons programmé avec vous 3 formations pour les médecins généralistes. Maintenant, si les sages-femmes voudront se connecter, مرحبا بهم. C'est le même code. Tout se passera les après-midi et j'en suis navrée parce qu'il n'y a pas le programme est assez chargé, mais apparemment ça vous convient. Professeur Gulati, Oui, elle est chef de service de gynéco-obstétrique au niveau du CHU Annaba. De toutes les manières, que ce soit maintenant ou après, nous comptions organiser un programme national concernant la gynéco-obstétrique et vous étiez impliqués. Je m'étais entendue avec le professeur Bolloré. oui, Damen. Damen, docteur Koulné Damen. J'ai oublié son Oui, nom, c'est professeur pas Damen. possible. Oui, Professeur Damen. Et je pense qu'elle a cité votre nom dans le groupe. oui, Al-Mohim, c'est vrai. je vous laisse euh, à vous la parole, à vous Merci. la forme. Moi, je suis là à l'écoute. Je Merci. vais éteindre mon micro et je suis avec vous. Je demanderai aux participants d'écrire au fur et à mesure leurs questions, d'être attentifs, d'écrire leurs questions. Et si jamais, il va y avoir un cas clinique, vous essayez de répondre rapidement. Elle vous donnera les questions et vous répondez. Répondez toujours par écrit. Si même elle n'arrive pas à avoir la question, moi je la vois et je l'informe. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Gougam. Je vous en Alors, prie. j'ai la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous, s'il y a des hommes qui sont en train de nous suivre. Donc, je suis le professeur Guilletti Wafa. Madame Gouga m'a présenté, je suis chef de service de gynéco du CHU à Neba. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le ministère de la Santé et à leur tête la direction de la formation pour tous les efforts qu'ils font en matière de promotion des soins pour, que ce soit pour la maman aussi pour les enfants. Donc, ils font beaucoup d'efforts en matière de formation. Donc, déjà, j'ai eu des difficultés pour pouvoir placer 1 ou 2 formations avec vous aujourd'hui. Donc, on n'est pas justement, on n'est pas à notre première formation. Donc, personnellement et avec le CHU, on fait beaucoup d'actions de jumelage avec les wilayas du Sud. On fait avec l'Oued, on a fait plusieurs jumelages, une vingtaine de jumelages depuis l'année 2020. On fait avec la wilaya de TPSA. Récemment, au mois de février, on a été à TPSA, on a fait une mission de jumelage avec une formation continue. Et on essaye de mettre en place, comme nous, à Annab, on est une wilaya pilote en matière de réseau de la prise en charge de la femme gestante. On essaye d'instaurer ce réseau, aider, accompagner les wilayas, que ce soit le wilaya d'Eloued, le wilaya de Sougharas ou bien le wilaya de TBSA, d'instaurer ce réseau au niveau de ces wilayas afin de permettre, le but essentiel de ce réseau, c'est capter les grossesses, parce que là,
Ce qu'on voit, c'est le suivi de grossesse qui se fait plus au niveau des PMI, au niveau des consultations chez les sages-femmes. Donc, ça se fait plus au niveau du privé. Donc, il faut redorer, on va dire, l'image de la sage-femme, lui redonner sa place à l'occasion de la journée internationale de la sage-femme. D'ailleurs, bonne fête à vous pour cette journée. Donc, il faut redonner, on va dire, le rôle de la sage-femme qui joue une place, qui a une place angulaire dans la prise en charge de la grossesse, que ce soit la consultation préconceptionnelle, le suivi de grossesse, donc la détection des grossesses à haut risque et aussi l'orientation des malades. Tout ça, c'est le rôle, on le sait très bien, c'est le rôle de suivi de la sage-femme. Donc, on essaye d'instaurer ce réseau dans différentes wilayas, donc on essaye de les aider. Et puis, on remercie aussi les efforts de la tutelle qui vont encore réactualiser et aussi ce projet de réseau de la femme gestante. Voilà, donc pour rester dans le même cadre de la promotion de la santé maternelle et infantile, et le but essentiel, c'est réduire les décès maternels et la mortalité maternelle. On travaille sur ce l'audit de décès maternels depuis quelques années. Donc, le but essentiel, c'est diminuer et réduire les décès maternels. Donc, et quand on parle de réduire les décès, on parle bien sûr des causes évitables, donc des mortalités ou de causes qu'on peut éviter pour réduire cette mortalité maternelle. Parce qu'en fait, la mortalité maternelle, elle reflète, on va dire, l'économie du pays. Donc, si on a beaucoup de mortalité, c'est qu'il y a un problème qui se pose. Donc, c'est le rôle de des rôles de ces formations médicales continues sous la direction de la tutelle, c'est former le personnel soignant qui est au contact avec ces parturientes, ces gestantes, pour détecter et dépister à temps ces grossesses à haut risque ou c'est des accouchements à risque pour agir rapidement et éviter qu'on arrive à des décès qui sont le plus souvent à 80%, c'est des décès qui sont évitables. Donc, c'est un travail qu'on fait avec Madame Hanoun, que je salue de passage. Et donc, j'espère qu'on arrivera, Inch'Allah, à réduire ce taux qui reste quand même important. Donc, aujourd'hui, on a choisi avec Madame Gougam, que je remercie beaucoup pour son temps, le temps qu'elle nous donne, matin et soir, après-midi et soir, donc pour organiser ces formations, c'est pas toujours évident. Donc, on a choisi en concertation ces thèmes, donc particulièrement les hémorragies et la population cible, c'est les sages-femmes, parce qu'on sait très bien que l'accouchement donc, survient en général au niveau des maternités, que ce soit privées ou étatiques. Professeur, Donc, c'est vous le rôle. n'êtes pas en train de défiler les plaques, hein? Je suis toujours dans l'introduction. D'accord. Non, parce que Oui. j'ai eu peur, j'ai bougé, donc j'ai eu peur Ah, là. non, je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Non, pas du tout. Il est très important, le premier contact est très important. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, le réseau de la gestante, les décès maternels. En fait, Oui, là, là, c'est allez-y, le but. excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui, il n'y a pas de souci, Madame Gougan. Donc, on est dans les mêmes idées. C'est le choix de ce thème. Ça rentre il a un objectif précis. Donc, c'est dépister ces hémorragies à temps, agir à temps, en collaboration, en coordination, ne pas improviser, toujours avoir des conduites à tenir qui sont là. Donc, il ne faut pas improviser devant un enseignement. Il faut toujours savoir quoi faire. Donc, c'est le but, en fait, de beaucoup plus cette formation aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de la théorie. On va essayer d'être plus pratique, plus proche de la réalité que d'avoir une présentation théorique que vous pouvez trouver partout. Donc, on va parler des hémorragies du troisième trimestre de la grossesse. Vous savez que les hémorragies du troisième trimestre de la grossesse sont définies comme un saignement extériorisé par le vagin qui survient au troisième trimestre de la grossesse. C'est une complication qui survient dans 5% des grossesses. Donc, responsable de morbidité et mortalité aussi bien sur le plan maternel que sur le plan fœtal. Donc, les causes de ces hémorragies sont multiples en général, mais le plus souvent, c'est des causes d'origine utérine. Donc, rarement, on a des causes non gravidiques. Donc, essentiellement, les étiologies qui prédominent, c'est le placenta prévien et bien sûr l'hématome rétroplacentaire. Il y a d'autres causes qu'il faudra y penser pour ne pas passer à côté. C'est l'origine cervicale de ces saignements. Donc, toujours
mettre un spéculum, examiner le col pour éliminer une cause locale de ces saignements et ne pas dire qu'il s'agit seulement de cause utérine. Donc, on va commencer par la première étiologie de ces hémorragies du troisième trimestre, qui est un motif de consultation fréquent chez nous au niveau des maternités. Donc, le placenta prévia, comme on le définit, donc c'est un placenta qui s'insère au niveau du segment inférieur. Vous savez très bien, le segment inférieur, c'est une entité anatomique qui se forme en général au troisième trimestre de la grossesse. Donc, lorsque le placenta il est au niveau de ce segment inférieur, on dit qu'il est bas inséré ou que c'est un placenta prévia. Donc, ce placenta prévia, il est fréquent dans 1% des grossesses, c'est-à-dire sur 100 femmes, une femme va présenter cette complication. Il faut savoir que ce taux, il est en augmentation, vu l'augmentation de ces facteurs de risque du placenta prévia, on n'est plus à 1%, mais un peu plus, vu qu'il y a plus de facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque qui entraînent une insertion du placenta au niveau du segment inférieur, premièrement, on cite la multiparité. La multiparité à cause d'une mauvaise perfusion de l'utérus. Donc, le placenta, il va aller chercher du sang partout, notamment au niveau du segment inférieur. Donc, les multipares sont sujettes à faire des placentas prévia. Un âge maternel avancé, et c'est le même principe physiopathologique, c'est toujours la recherche de la perfusion. Donc, les antécédents de fausses couches, surtout on pratique un curetage, donc on pratique un curetage, donc on va fragiliser une région de l'utérus et cette région fragile, c'est là où le placenta, il va s'insérer. Parce qu'en général, le placenta, il a une affinité particulière, il va se fixer là où il y a une cicatrice, une brèche, une anomalie, il va là-bas, il va s'insérer là-bas. Donc, si vous avez un traumatisme suite à un curetage, une interruption volontaire ou involontaire de la grossesse, là, ça peut être aussi le lieu d'insertion du placenta prévia. Donc, vous avez aussi les grossesses multiples, une femme qui fait une grossesse gémellaire ou un triplé. Donc, c'est un gros placenta. Donc, il va s'étendre et descendre jusqu'au segment inférieur. Les antécédents de césarienne, on l'a dit, lorsqu'il y a une cicatrice, le placenta, il a tendance à aller dans les zones fragiles, les zones où il y a de la cicatrisation et le tabac. Vous voyez là que le taux de 1%, il est faible actuellement parce qu'on assiste à une augmentation flagrante de nombre de césariennes. Dans certains cas, dans certaines régions ou certaines structures, on est plus à 80% de césariennes dans les accouchements. Donc, vous voyez très bien que le taux de ce placenta prévia est de plus en plus élevé, qui pose un problème, un réel problème de santé publique. En matière de physiopathologie, donc, l'hémorragie qui est liée au placenta prévia, elle est due au développement du segment inférieur qui, en augmentant, ouvre des sinus veineux de l'aqueduc qui va saigner. Donc, en fait, ce qui saigne dans le placenta prévia, c'est les vaisseaux qui sont au niveau du segment inférieur. Le segment inférieur, c'est une structure qui n'est pas musculaire, il n'y a pas de muscle. Donc, au moment de la rétraction du segment, elle ne se fait pas bien. Si on n'a pas une bonne rétraction du placenta, les vaisseaux restent ouverts et là, ça donne l'origine du saignement. C'est plus au niveau, c'est un saignement qui provient du segment inférieur. Donc, les pertes sanguines sont en général faibles, mais on peut avoir aussi un saignement cataclysmique. Donc, comment poser le diagnostic d'un placenta prévia? En fait, c'est très simple. C'est une femme qui vient en consultation. Elle est au troisième trimestre, au-delà de 28 semaines, 32 semaines, et elle vient pour un saignement rouge. C'est du sang rouge. Donc, il est indolore, elle n'a pas de douleur, elle ne souffre pas, et elle saigne. Donc, il n'y a pas aussi de contraction. Donc, c'est juste un saignement qui est rouge. Quand on examine l'utérus, il est souple, il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de contracture. Il faut toujours, devant un saignement de troisième trimestre, le premier geste à faire, c'est pas de faire un toucher vaginal. Au contraire, il faut éviter de faire le toucher vaginal. Il faut mettre un spéculum. Donc, on met un spéculum. Donc, on confirme l'origine endo-utérine de ce saignement. On élimine tout ce qui est cause cervicale. Et après, on pourra faire un toucher vaginal qui est prudent, bien sûr, après une échographie. Jamais le toucher vaginal chez une femme qui saigne au troisième trimestre de la grossesse. Donc, on fait juste un examen obstétrical, le palpé abdominal, le stéthoscope, la hauteur utérine, le spéculum et on réserve le toucher vaginal après l'échographie. Donc, l'échographie, on va dire que c'est une partie qui fait suite à l'examen clinique. Donc, c'est une femme qui saigne, elle n'a pas de douleur, c'est du sang rouge, ça l'inquiète. Donc, l'examen, il est tout à fait normal. L'abdomen, il est souple, l'utérus, il est complètement relâché. Et quand on fait notre échographie, on va localiser en fait le placenta. Donc, le placenta,
il peut être, donc on a dit un placenta prévien, c'est un placenta au niveau du segment inférieur. Donc, selon sa localisation au niveau du segment inférieur, il peut être latéral, c'est-à-dire toujours comment on classe en fait sur le plan échographique, c'est toujours par rapport au col et par rapport à la vessie. Il faut qu'il y ait une vessie en semi-réplétion pour pouvoir classer ce placenta prévia. Donc, lorsque ce placenta prévia atteigne le tiers supérieur de la vessie, donc on parle de placenta latéral ou type 1 de vessie. C'est une classification échographique. Lorsqu'il couvre les deux tiers de la vessie, donc c'est une échographie qu'on fait par sonde suspubienne, par endovaginale, donc on a dit on évite tout ce qui est geste au niveau du vagin. Donc pour éviter de déclencher une hémorragie cataclysmique lorsqu'on a un placenta prévia, toujours faire une échographie avant. Donc soit on classe la placenta prévia en type 1, c'est-à-dire il est juste au niveau de la partie supérieure de la vessie, soit il est en type 2, c'est-à-dire il couvre les deux tiers supérieurs de la vessie, soit c'est un type 3 de la vessie, là il couvre complètement le mur postérieur de la vessie, il descend jusqu'au col, là il est au niveau du col, et le type 4, c'est un placenta qui recouvre complètement le col. Il s'étend vers la partie postérieure de l'utérus. Donc, c'est le placenta central ou complètement recouvrant. Là, si on voit sur cette image une coupe échographique, une coupe sagittale, il faut toujours avoir ça sur l'échographie. Maintenant, actuellement, les sages-femmes, c'est dans leur cursus quatrième, cinquième année, ils font de l'échographie. Donc, c'est dans leur programme officiel. Donc, il faut savoir faire une échographie. Donc, ça, vous avez une vessie toujours en semi-réplétion. Donc, elle n'est pas complètement remplie pour ne pas fausser le diagnostic. Vous avez toujours le col en bas qu'il faut voir en totalité sur une coupe sagittale. Et là, vous avez votre placenta. Donc, le placenta, on va le localiser par rapport à ce mur postérieur de la vessie. Normalement, il ne devrait pas être ici. Il est au niveau du fond utérin. Là, vous voyez qu'il descend sur le segment inférieur de l'utérus, il est en regard de la vessie. Là, on peut définir ou faire le diagnostic, poser le diagnostic de placenta prévia. Et en plus de ça, on pourra le classer en type 1, 2, 3 ou 4 selon le recouvrement de la vessie et l'extension sur le col. Alors, en fait, le diagnostic, il est très facile du placenta prévia. C'est dans votre pratique quotidienne. Une femme qui saigne 3e trimestre, elle n'a pas de douleur, c'est du sang rouge. Toujours de faire une échographie, pas de toucher. On voit le placenta, il n'est pas inséré. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, en dehors, la conduite à tenir, en fait, elle dépend de l'état hémodynamique de la femme. Donc, si on est devant une femme qui fait une hémorragie cataclysmique, on voit ça dans notre pratique quotidienne, s'il y a des caillots de sang, la femme, elle est choquée, elle est pâle, extrêmement pâle, et tout ça, il y a un saignement important, là, on ne va pas attendre, on ne va pas temporiser. Donc, le but, c'est réaliser une hémostase chirurgicale. Comment? En faisant notre césarienne, en retirant ce placenta qui n'est pas inséré. Donc, devant toute hémorragie cataclysmique, un saignement important avec un état hémodynamique instable, il ne faut pas hésiter, il faut emmener la malade au bloc. Maintenant, si vous n'avez pas de bloc à côté, donc je parle des maternités rurales au niveau 2, niveau 3, où il n'y a pas de niveau de soins, on va dire, élevé. Donc, les maternités, en fait, ils sont classées, vous savez très bien, au niveau 1, c'est les EPSP où il y a juste les consultations. Au niveau 2, il y a juste une salle d'accouchement. Le niveau 3, et puis le niveau 4. Niveau 3, où il y a un bloc opératoire. Le niveau 4, c'est les maternités qui ont une néonatologie qui est développée. Donc, ça dépend de la maternité. La prise en charge, en fait, elle dépend du lieu, on va dire, là où elle est la femme. Devant une hémorragie qui est grave, là, il faut un bloc opératoire. Il faut mettre si vous ne disposez pas de bloc opératoire, c'est la mise en condition de la malade. Il faut avoir un abord de sécurité, commencer votre remplissage et évacuer la malade. Essayez de l'évacuer dans l'endroit le plus proche parce que c'est une question de temps. Maintenant, s'il y a un bloc à côté, c'est les moyens humains sont réunis, moyens matériels sont réunis. Là, on pourra pratiquer une césarienne dans de bonnes conditions. Il faudrait toujours avoir du sang à côté. Donc, prévoir une commande de sang parce que qu'est-ce qui peut sauver la femme? C'est du sang frais. Il faut du sang. D'accord? Le premier geste à faire, c'est faire un abord solide,
faire une commande de sang, mettre en condition de la malade et l'évacuer au bloc pour éventuelle césarienne d'urgence, pour stopper ce saignement important. Maintenant, en dehors de ces situations critiques, c'est-à-dire c'est un saignement, oui, il est rouge, mais il est de faible abondance, avec une patiente qui est stable sur le plan hémodynamique, un fœtus qui est prématuré, c'est-à-dire on n'est pas à 36-37 semaines, là, il faudrait temporiser. Il ne faut pas aller rapidement extraire le bébé vu que la patiente, elle est stable, puis le saignement, il n'est pas important. Et là, on a le fœtus qui est prématuré. Donc, il faut temporiser. Pourquoi? C'est gagner le temps pour le fœtus, ce n'est pas pour le moment, la femme. Donc, c'est le fœtus parce qu'on sait que la première cause de décès néonatal, c'est la prématurité. La première cause qui tue les enfants chez nous, en néonatologie, c'est les enfants prématurés parce qu'on a des difficultés à prendre en charge. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait éviter cette prématurité si c'est évitable. Donc, comment on fait notre prise en charge devant un saignement minime avec un état stable? On va hospitaliser notre malade. Il faut qu'il y ait un repos strict au lit. Il ne faut pas qu'elle bouge parce que ça favorise le saignement. Donc, des abords de sécurité, il faut instaurer une fiche de surveillance, une surveillance régulière avec une prise de tension artérielle, le pouls, demander un bilan d'urgence, une formule pour voir où est-ce qu'on est en matière d'hémoglobine, un bilan d'hémostase et rechercher les agglutinines irrégulières pour tout ce qui est allonisation résus. La voie veineuse, elle est obligatoire. Commencer un traitement tocolytique, parce que là, on a dit que c'est une grossesse qui est prématurée, moins de 36 semaines. Donc, il faut tocolyser la patiente en utilisant maintenant, actuellement, on n'utilise plus les bêta-mimétiques. Donc, on utilise, à cause de leurs effets secondaires, on a d'autres molécules qui sont disponibles, notamment les inhibiteurs calciques, le Loxène que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi les antagonistes des prostaglandines, le Tractocil, si vous en disposez de Tractocil, c'est un très bon médicament tocolytique. Donc, la tocolyse, donc le traitement martial, il faut supplémenter parce que c'est une femme qui saigne et qui a saigné pendant la grossesse. Et le traitement martial, il est très important. Il ne faut pas que la femme arrive au moment de l'accouchement avec un HB à 9 ou à 8, parce que vous savez très bien que l'anémie, une femme qui souffre d'anémie au moment de l'accouchement, c'est un facteur de risque d'avoir une hémorragie de la délivrance ou une hémorragie du postpartum. Donc, il faut prendre en charge sérieusement ces anémies carentielles ou par perte de fer. Donc, pas de toucher vaginal, éviter les touchés. Et si la maladie elle est du résus négatif, toujours, il ne faut pas oublier l'anti-D. Voilà, lorsqu'on a une patiente qui est, on va dire, avant terme. Donc là, ça, c'est pour le volet maternel. Vous avez aussi le volet fœtal qui consiste à mesurer la hauteur utérine pour voir la croissance fœtale. Donc, en fait, c'est le bien-être fœtal, le rythme cardiaque. Il faut un ERCF 2 à 3 fois par jour. Il faut une échographie pour voir le poids fœtal. Il faut un score de Manning pour voir le bien-être fœtal. Maintenant, là, on parle, là, notre formation, elle est adressée à tout le monde, c'est-à-dire même les régions les plus éloignées qui ne disposent pas de plateau technique qu'il faut, on va dire. Là, vous avez pour la surveillance fœtale, il faut rester basique. Donc, commencer par les mouvements actifs fœtaux, le bien-être fœtal. Un bébé qui est bien, qui est dans un milieu bien, il va bouger bien, il bouge bien. Donc, comptabiliser, je sais que c'est un signe subjectif, mais il nous renseigne beaucoup. Nous, la première question qu'on pose aux malades quand on fait notre visite au niveau des grossesses à haut risque, la question qu'on pose, est-ce que madame, votre bébé, il bouge bien ou non? Donc, si le bébé il bouge bien, ça veut dire qu'il est dans un milieu qui est bien. S'il ne bouge pas bien, c'est qu'il est pas, il essaie de se préserver parce qu'il n'y a pas assez de sang qui arrive, donc il ne va pas bouger. Donc, commencez par les mouvements actifs fœtaux, les BCF, le RCF, et puis vous avez l'échographie. Donc, la surveillance fœtale, ce n'est pas que l'échographie, il faut revenir au basique. Donc, pour le test de Clyware, là, on parle en cas d'allomisation résus. Et puis, jamais oublier la maturation pulmonaire, c'est-à-dire donner de la bêta-méthasone si la grossesse elle est à moins de 34 semaines. Donc, c'est la prévention de la maladie des membranes hyalines ou de la détresse respiratoire. Si la maladie elle est hospitalisée chez vous, elle est à moins de 34 semaines et elle est hospitalisée pour le placenta prévia. Donc, toujours de la bêta-méthasone, c'est le Célestène, qu'on donne une injection par jour pendant 48 heures de Célestène de corticothérapie
préventif, c'est très important. Si on ne la donne pas, il s'agit d'une faute médicale. Donc, la prématurité, il faudrait l'éviter. Donc, lorsqu'on fait ces mesures, donc on essaye de stopper ce saignement, tocoliser, parce qu'en général, c'est les contractions qui donnent des saignements. On essaye de prévenir la prématurité par, par la bêta-méthasone. La maladie, elle est au repos. On essaye d'aller jusqu'à 37 semaines, parce que la prématurité, c'est au moins de 37 semaines. Donc, à partir de 37 semaines, on est à terme. Donc, c'est le terme qu'il faut là arrêter la grossesse. Et le plus souvent, ça se fait par voie césarienne, par césarienne. Bon, on ne va pas dire césarienne parce que nous, on essaye d'éviter vraiment ces césariennes qui n'ont pas d'indication médicale. On parle de césarienne en matière de placenta prévia, sauf si vous avez un état hémodynamique instable ou bien lorsque le placenta, il est central, c'est-à-dire il couvre complètement le col. S'il couvre le col, l'accouchement ne peut pas se produire parce que c'est au moment de la dilatation du col, le saignement, il va s'aggraver. Donc, c'est pour cela que c'est pas toujours une césarienne en cas de placenta, donc c'est en fonction de la classification du placenta. S'il est marginal ou latéral, la femme, elle peut accoucher normalement. On va rompre au moment du travail, on va rompre la poche des os, on va déclencher par du syntocinon, on va déclencher le travail. Et le plus important, c'est de prévenir l'hémorragie de la délivrance, parce qu'on a dit le risque, c'est le saignement au moment de l'accouchement. Comment on prévient l'hémorragie de la délivrance? C'est la délivrance dirigée, c'est-à-dire on va accélérer la délivrance en mettant du syntocinon juste après la sortie des épaules du bébé. On met 10 unités de syntocinon en IVD, on met 10 unités dans la perfusion dès que les épaules sortent du bébé. Comme ça, on va accélérer cette troisième phase de l'accouchement qui est la délivrance pour éviter les saignements sur un état déjà délétère ou déjà précaire. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait faire cette délivrance dirigée. Et puis, donc, le stade 1 et 2, c'est l'accouchement, il est autorisé. Si le placenta, il est complètement recouvrant, là, on est obligé de faire une césarienne. Donc, le pronostic en matière de placenta prévia, la mortalité en général, elle est quasi nulle parce que c'est une pathologie qu'on arrive plus ou moins à prendre en charge. La mortalité chez l'enfant, elle est de 5 à 10%. C'est beaucoup plus en rapport avec cette prématurité qui est induite, cette anémie fœtale en rapport avec ces saignements et aussi cette hypotrophie fœtale. Donc, c'est des enfants qui sont fragilisés par ces saignements à répétition, par cette prématurité. C'est pour cela qu'on a un taux de mortalité qui avoisine les 10%. Là, c'était la première cause de ces saignements qui est la plus fréquente, c'est l'hémorragie, c'est le placenta prévia. Après, vous avez une deuxième cause, c'est qui vient après l'hémorragie, le placenta prévia, c'est l'hématome rétroplacentaire. Donc, toutes les sages-femmes connaissent évidemment l'hématome rétroplacentaire. C'est quoi un hématome rétroplacentaire? Comme son nom l'indique, c'est un décollement prématuré d'un placenta qui est normalement inséré. Le placenta, il se décolle avant l'heure. Donc, sur le plan physiopathologique, en général, la cause essentielle de ce décollement placentaire, c'est la prééclampsie. C'est une complication fréquente de la prééclampsie, l'hématome rétroplacentaire. Donc, on a un décollement du placenta. Et lorsque le placenta se décolle, il y a un hématome qui se forme entre l'utérus et le placenta. Et le problème qui se pose, c'est que cet hématome qui provient des saignements utérins, il va augmenter de volume. Il va pas s'arrêter de s'accroître. Donc, il augmente de volume. Et quand il augmente de volume, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer quoi? Il va consommer des facteurs de coagulation parce que c'est un hématome. Donc, plus il est volumineux, plus il consomme des facteurs de coagulation et plus il consomme de facteurs de coagulation, le risque essentiel, c'est la CIVD, la coagulation intraveineuse disséminée, qui est une complication très grave et qui est responsable de décès maternel. Donc, c'est ça pourquoi on perd des femmes en cas d'hématome rétroplacentaire, c'est à cause de cet hématome. Donc, il faudrait évacuer, arrêter et stopper la grossesse pour évacuer cet hématome. Et puis, lorsque le placenta se décolle, le problème, c'est quoi? Il n'y a plus de sang qui arrive au fœtus. Donc, la complication chez le fœtus, c'est quoi? C'est la souffrance fœtale et après, c'est le décès, c'est la mort in utero. On voit souvent des évacuations des femmes qui arrivent chez nous au CHUNEB, c'est des hématomes rétroplacentaires avec une mort in utero parce que le placenta, il se décolle, il n'y a plus de sang qui arrive, donc le bébé, il décède. Donc, l'hématome rétroplacentaire, donc c'est très important de connaître sa physiopathologie. Donc, l'étiologie essentielle de ces hématomes, on l'a dit, c'est l'hypertension artérielle. Il peut être aussi d'origine
traumatiques, mais c'est des hématomes qui surviennent tardivement. Donc, sur le plan clinique, comment ça va se manifester? Donc, on va rester pratique. Donc, c'est une femme qui vient consulter au troisième trimestre de la grossesse pour un saignement noirâtre. Donc, elle vient pour un saignement noirâtre, mais ce qui est, on va dire, discordant, c'est que la femme, elle n'est pas bien du tout. Elle est très pâle. Donc, elle est très pâle, elle est choquée, le pouls, il est filant, la tension, elle est effondrée. Elle souffre de douleurs atroces au niveau de l'abdomen, elle a une contracture abdominale, mais ce qui est contrastant, c'est le saignement qui est très faible ou minime et qui est noirâtre. Là, il faut se poser la question, pourquoi elle est dans cet état? En fait, pourquoi? Parce qu'elle saigne à l'intérieur. C'est l'hématome. C'est l'hématome. C'est un saignement qui n'est pas extériorisé. Il est extériorisé en très faible quantité. Elle est choquée parce que c'est l'hématome qui consomme tout son sang. Elle est en train de perdre son sang au niveau de son utérus. C'est pour cela qu'il y a cette discordance sur le plan clinique entre l'état maternel qui est grave et le saignement qui est minime et qui est noirâtre. Donc, une femme choquée, douleur abdominale brutale en coup de poignard, elle a très mal, elle est au milieu du sommeil et se réveille avec une douleur cataclysmique, un saignement minime. Et là, vous allez prendre, donc, c'est souvent dans un contexte de prééclampsie, elle a des signes d'éminence, elle a des céphalées, elle a un bourdonnement d'oreille, elle a un flou visuel, elle souffre d'épigastralgie, donc c'est des signes annonciateurs, on va dire, de prééclampsie. Donc c'est le contexte, c'est le cortège de prééclampsie. Là, la tension en général, vous n'allez pas trouver, ça peut vous induire en erreur, vous n'allez pas trouver une tension élevée. Pourquoi elle n'est pas élevée? Pourtant, c'est une prééclampsie, parce qu'elle est en hypotension, elle est en choc hémorragique, la patiente. Donc, vous allez trouver une tension qui est basse, malgré qu'elle a de la prééclampsie. Donc, faites votre chimie des urines. Au niveau de la chimie, vous allez confirmer qu'il y a une protéinurie. Il y a des protéines au niveau des urines. Ça indique que c'est une prééclampsie, parce que l'hématome rétroplacentaire, c'est une complication fréquente de la prééclampsie. Donc, on va faire notre examen clinique, on va individualiser le saignement, on va prendre la hauteur utérine. Et là, vous allez être surpris parce que la hauteur utérine, elle est plus élevée que la normale. Par exemple, on est à 34 semaines et c'est une hauteur à 34 centimètres, ce qui est anormal. Pourquoi cette hauteur, elle est élevée? Parce qu'à l'intérieur, il y a du sang, il y a un hématome dans l'utérus qui va augmenter la taille de l'utérus. Donc, une hauteur utérine qui est élevée et surtout le signe pathognomonique, c'est l'utérus hypercontractile. C'est l'utérus de bois, comme on touche du bois. C'est très dur. C'est la contracture ou la contractilité utérine qui attire notre attention et la femme, elle a très mal. Le diagnostic, on va dire, de l'hématome rétroplacentaire, il est clinique. Vous n'avez même pas besoin d'échographie pour confirmer votre diagnostic. Donc, une femme qui saigne avec une douleur atroce, avec une contracture abdominale, vous mettez votre stéthoscope pour vérifier si le bébé est vivant ou non. Et là, vous avez le diagnostic d'hématome rétroplacentaire. Et heureusement, alhamdoulilah, chez nous, bon, presque toutes les sages-femmes posent facilement le diagnostic d'hématome rétroplacentaire. D'ailleurs, s'ils n'ont pas de plateau technique, s'il n'y a pas de gynécologue, ils évacuent les malades chez nous. Il n'y a pas de problème. Donc, on passe pas. L'essentiel, c'est de ne pas passer à côté du diagnostic. On peut s'aider d'échographie si elle est disponible pour confirmer le diagnostic et vérifier la vitalité fœtale et aussi pour éliminer, on va dire, éliminer une autre cause des saignements telle que le placenta prévia. Lorsqu'on met notre sonde d'échographie, on va voir le placenta et on va voir l'hématome. On le voit directement sous forme d'une image échogène et tout ça. Ça, c'est l'hématome qu'on voit très bien. Parfois, les hématomes, ils sont petits, on n'arrive pas très bien à les voir à l'échographie. Mais si on a une suspicion d'hématome, il faudrait ne pas se tarder à faire une échographie. On suspecte un HRP, on envoie au bloc, d'accord? Donc, il ne faut pas s'acharner à demander une échographie. Donc, là, vous avez une image échographique d'un placenta qui est décollé ici. Donc, c'est un placenta, décollement prématuré du placenta qu'on voit à l'échographie. On voit l'hématome. Là, la structure du placenta est échogène et la structure de l'hématome qui est anéchogène ou hypoéchogène par rapport au placenta. Donc, bon, on l'a dit, l'échographie, il ne faut pas s'acharner. Le diagnostic, il est clinique. Malade qui a très mal, elle saigne un peu, donc du sang noirâtre. Dans un contexte ou un cortège de prééclampsie, premier diagnostic qu'on évoque, c'est quoi? C'est l'hématome rétroplacentaire. Donc, l'hématome rétroplacentaire, c'est l'urgence obstétricale par excellence. Donc, c'est une urgence. Pourquoi c'est une urgence? Déjà, il y a le volet fœtal parce qu'il n'y a plus de sang qui arrive chez le fœtus, c'est la mort in utero, et le volet maternel,
c'est de l'hémorragie interne. La malade, elle est en train de consommer ses facteurs de coagulation. C'est une question de temps parce qu'après, on ne pourra rien faire si elle consomme tous ces facteurs de coagulation. Donc, comment on fait? Donc, l'hématome, c'est une urgence. Donc, le traitement doit être rapide avec une évaluation rapide de l'état maternel et fœtal. Il faut vérifier que si le bébé, le fœtus, il est vivant ou s'il y a une mort in utero, il faut vérifier rapidement. Donc, faire un ERCF si le temps nous le permet. Donc, pour ça, c'est dans les cas où on n'est pas sûr que c'est un hématome rétroplacentaire. On a dit plus de la moitié des cas de ces fœtus décèdent dans un contexte d'hématome rétroplacentaire. Donc, le retentissement maternel, donc c'est la tension, le pouls, la diurèse, parce une femme qui est choquée, on va avoir une diurèse qui est réduite. Donc, on a dit il faut rechercher une protéinurie, demander un bilan d'urgence sur tous les facteurs de coagulation, une formule numération sanguine, un taux de plaquettes. Donc, faire un groupage Rhésus et toujours commander du sang. Il faut du sang frais dans l'hématome rétroplacentaire, ce qui peut sauver l'utérus pour éviter l'hystérectomie et qui pourra sauver la maman, c'est du sang frais. Il faut du sang pour l'hématome rétroplacentaire, d'accord? Donc, la mortalité en matière d'hématome rétroplacentaire, elle est estimée en général à 3%. Donc, comment prendre en charge cet hématome? Donc, le diagnostic clinique, il est facile. On fait rapidement un bilan de retentissement. Après, il faut mettre en condition cette malade. Tout saignement, il faut une mise en condition, une réanimation avec commencer votre remplissage. Donc, prendre un abord, commencer votre remplissage par des macromolécules telles que plasmagélo du sérum en attendant que le sang arrive. Donc, commencer. Donc, essayer de corriger les troubles. Et puis, il faut faire quoi? Le seul traitement, c'est quoi de l'hématome rétroplacentaire? C'est l'évacuation utérine, c'est-à-dire c'est l'accouchement. Donc, terminer la grossesse, extraire ce placenta qui est décollé, qui consomme les facteurs de coagulation. Maintenant, comment on fait l'accouchement? Alors, est-ce qu'elle accouche par voie basse, par voie haute? Comment on fait? Donc, on a dit qu'il faut interrompre rapidement l'accouchement. Si le fœtus, il est vivant, là, il n'y a pas de discussion, c'est une césarienne d'urgence pour sauvetage fœtal, parce que c'est une question de temps, il peut mourir à tout moment. Mais maintenant, s'il est vivant et la malade, elle est en travail et elle va accoucher bientôt, dans peu de temps, avec un forceps rapidement, on peut autoriser l'accouchement s'il est imminent à l'accouchement. Sinon, c'est la césarienne. Donc, devant un enfant vivant, un HRP, rapidement faites votre césarienne. S'il y a un accouchement, le terminez rapidement. Maintenant, si le fœtus, il est décédé, et vous avez une mort in utero avec un hématome rétroplacentaire. Et l'état de la maladie, il n'est pas bien. Sur le plan état hémodynamique, elle n'est pas bien. Là, on ne va pas attendre, on ne va pas perdre plus de temps. Là, état hémodynamique instable, même s'il y a une mort in utero, on est obligé de faire une césarienne pour sauvetage maternel. D'accord? Il faut sauver la maman si l'état hémodynamique il est stable. Par contre, si le saignement il a commencé à moins de 6 heures de temps, et vous avez une mort in utero. Et la malade, elle est stable sur le plan hémodynamique. C'est-à-dire que vous avez un petit hématome, une tension qui est normale, un pouls qui est normal, un fœtus qui est décédé. Vous pouvez déclencher le travail. Donc, c'est ce qu'on fait dans notre pratique quotidienne. Donc, on déclenche parce que vous savez que l'hématome rétroplacentaire, il accélère déjà lui-même le travail. Donc, on va déclencher le travail. On a l'habitude de mettre du space-fond, une fiche de surveillance armée. Il ne faut pas quitter la malade un instant. Donc, restez à côté, déclenchez, parce que c'est une mort in utero, donc déclenchez rapidement le travail, mais il faudrait que l'accouchement survienne dans les 6 heures. Il ne faut pas attendre plus, parce que l'hématome, il continue à grandir et à consommer des facteurs de coagulation. Donc, tant que la maladie elle est stable, on se donne le temps, on déclenche, on essaye d'avoir le sang à côté, et on déclenche et on voit. Maintenant, si elle avance rapidement, elle accouche, tant mieux. Si ça met du temps, ça dépasse les 6 heures de temps à partir du moment de saignement, faites votre césarienne pour éviter les troubles de la coagulation, bien sûr. Là, vous avez une image d'un placenta, ce que vous avez l'habitude de voir dans votre pratique. Je ne vous apprends rien, c'est un placenta. Et au niveau du placenta, c'est le diagnostic de certitude. Parce que c'est quoi le diagnostic de certitude d'un hématome rétroplacentaire? C'est le diagnostic de certitude, c'est votre placenta qui est décollé avec un hématome au niveau du placenta.
Donc ça, c'était la deuxième cause du saignement du troisième trimestre qui était l'hématome rétroplacentaire, qu'on a dit que c'est une urgence obstétricale par excellence. Il ne faut pas attendre, il faut avoir du sang, il faut faire mettre en condition la malade, vérifier la vitalité fœtale, l'état hémodynamique de la malade. Si la malade elle est stable, le fœtus il est décédé, donc on s'autorise quelques heures, ne pas dépasser 6 heures pour déclencher le travail. Par contre, si le fœtus est vivant, faites rapidement votre césarienne. Donc, et il y a une chose qui n'est pas mentionnée ici sur votre slide, c'est l'accouchement en fait, ou même la césarienne. Donc, la particularité dans l'hématome rétroplacentaire, c'est la survenue d'hémorragie du postpartum. On a fait notre accouchement, on a fait notre césarienne, et la mère, elle se met à saigner. C'est l'utérus couvert, qu'on a l'habitude de voir dans les césariennes, qui est complètement bleu, qui est en rapport avec l'hypoxie et les saignements, les microthromboses. Donc, lorsque vous avez un utérus atone, donc c'est la complication en fait de l'hémorragie par HRP, c'est l'atonie utérine. On a ça, on voit ça tout le temps dans notre pratique au quotidien. Ce qu'on a peur, oui, elle accouche, que ce soit par césarienne ou par voie basse, le problème après, elle va saigner, elle va faire une atonie utérine et la femme, elle risque de saigner. C'est pour cela qu'il faudrait prévenir cette atonie utérine, comme on sait que c'est une cause fréquente d'hémorragie postpartum, par la délivrance dirigée, comme le placenta prévia. Même l'hématome rétroplacentaire, il faut donner rapidement du Synto et extraire rapidement le placenta pour éviter cette atonie utérine qui peut nous conduire à une hystérectomie d'hémostase et au décès maternel. Donc, ce n'est pas toujours évident avec l'hématome rétroplacentaire parce qu'on voit de nos jours, toujours il y a des décès maternels à cause de cette complication qui est l'hématome rétroplacentaire. Donc, il ne faut pas perdre de temps devant un hématome rétroplacentaire. Il faut essayer d'avoir toujours du sang à côté. Donc, c'est une question de temps aussi pour l'hématome rétroplacentaire. Il y a les autres causes à côté donc, du placenta bas inséré, l'hématome rétroplacentaire qui sont moins fréquentes, c'est la rupture utérine, par exemple. Heureusement, de nos jours, on voit de moins en moins de ruptures utérines. Donc, ces ruptures utérines rarement surviennent sur un utérus intact. Donc, sauf s'il y a eu un accouchement traumatique, il y a eu des expressions abdominales, un forceps et tout ça, on peut avoir une rupture sur l'utérus intact, ou bien un déclenchement. Faites très attention au déclenchement par du syntocinon. Donc, il faudrait utiliser 5 unités de Cento, il faudrait goutte à goutte, il ne faut pas accélérer le débit et tout ça, parce qu'on peut avoir on a vu des utérus qui ont éclaté à cause du syntocinon. Donc, faites très attention au déclenchement sur l'utérus intact, surtout lorsque vous avez les multipares. Donc, c'est un multipare, on dit multipare, c'est un utérus chiffon. Donc, et en plus de ça, on va rajouter du Cento. Là, c'est une explosion. Donc, faites très attention pour les ruptures sur un utérus sain. Et puis, vous avez les ruptures aussi sur un utérus cicatriciel qui sont plus fréquentes. Sur le plan clinique, ça se traduit comment? C'est des douleurs utérines qui sont vives, avec un état de choc. Donc, la malade, elle a très mal, elle est choquée. Et puis, on a du sang, on peut avoir du sang par voie vaginale, on peut aussi ne pas avoir du sang, un saignement. Et puis, on a une défense abdominale. Donc, cette rupture, on a dit, elle survient toujours le plus souvent sur un utérus cicatriciel. En fait, ce qui est important, donc on va résumer tout ça dans l'hémorragie troisième trimestre par rupture utérine. Il faut savoir que notre rôle en tant qu'obstétricien, en tant que sage-femme, c'est ne pas arriver à la rupture utérine, c'est de dépister les signes de pré-rupture avant l'arrivée de la rupture. Parce qu'une rupture utérine, c'est une faute obstétricale, c'est un incident, la rupture utérine. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive à la rupture utérine. Donc, comment ne pas arriver à la rupture? C'est de dépister les signes de pré-rupture. Quels sont les signes cliniques d'une pré-rupture qui annoncent que la rupture peut survenir? Premièrement, c'est l'hypercinésie utérine. C'est une femme qui a beaucoup de contractions. Donc, pourtant, le col n'est pas très dilaté. Donc, c'est l'hypercinésie utérine, c'est les signes de souffrance fœtale. Lorsque vous faites votre RCF, le bébé, il est en souffrance fœtale. Elle a beaucoup de contractions. Il y a un petit saignement. Attention, là, la cicatrice, elle risque de s'ouvrir. Donc là, il faudrait faire une césarienne devant des signes de pré-rupture. Faites votre césarienne pour éviter cette rupture utérine. Donc, le rôle de la sage-femme dans la salle d'accouchement, c'est de ne pas arriver au stade de la rupture utérine. Sinon, c'est un échec. C'est une faute obstétricale. Donc, parce que là, on vous dit que vous n'avez pas bien surveillé votre parturiente. D'accord? Rupture utérine, ça égale mauvaise surveillance de la parturiente en salle d'accouchement.
D'accord? Donc, il faudrait faire une bonne surveillance et c'est le partogramme. Donc, lorsque vous avez une femme qui vient accoucher dans la salle d'accouchement et c'est un utérus cicatriciel, c'est un accouchement à risque. Il ne se fait pas dans les maternités niveau 2 ou 3. Il se fait dans une maternité où il y a un bloc opératoire. Donc, utérus cicatriciel égale, si vous acceptez la voie basse, égale gynécologue égale bloc opératoire à côté. D'accord? Donc, si c'est un accouchement à risque, on peut avoir une rupture utérine à tout moment. Il faudrait un monitorage de ce travail, surveiller le travail avec un partogramme et tout ça, voir que le col se dilate de façon harmonieuse, que les contractions sont bonnes, qu'il n'y a pas d'hypercinésie et tout ça. C'est la surveillance de votre travail. Les ERCF, le monitorage continu, il est bon. Là, l'accouchement, il est normal. Il peut se compléter normalement et il n'y a pas de souci. Il faudrait aussi qu'il y ait un protocole opératoire. Vous avez des recueils sur la césarienne précédente, c'est-à-dire que la césarienne, indication de la césarienne précédente, elle s'est déroulée dans de bonnes conditions, les suites opératoires étaient favorables, c'est-à-dire avant d'accepter un accouchement par voie basse d'un utérus cicatriciel, il faut que les conditions obstétricales soient réunies. Une bonne cicatrice, une cicatrice qui a fait ses preuves, avec une cicatrice qui est bien documentée, un fœtus qui est autrophe, bon, en présentation céphalique ou un sommet bien fléchi, là, on accepte la voie basse avec un monitorage continu. D'accord? Sinon, on va dire, si on ne surveille pas correctement notre travail, et là, c'est le dégât, c'est la complication, c'est la rupture utérine, c'est les douleurs, et puis la malade, lorsqu'elle expulse le fœtus dans son abdomen, elle aura plus mal. Donc, si les contractions s'arrêtent, c'est un mauvais pronostic. Ça veut dire que elle a fait sa rupture et elle a expulsé le fœtus dans son abdomen. C'est très mauvais. Là, c'est là où la cicatrisation utérine. Donc, troisième cause de décès, après le placenta prévient, par ordre de fréquence, après l'hématome rétroplacentaire, vous avez les ruptures utérines et ses complications. Maintenant, il y a une autre cause qui est un peu plus rare, c'est l'hémorragie de Beck-Tisser, qui est une hémorragie en rapport avec une rupture d'un vaisseau au niveau ombilical. Il est inséré, c'est un vaisseau qui s'insère au niveau, qui est bas inséré sur les membranes au moment du travail ou lors de la rupture spontanée ou artificielle de la poche. On peut tout toucher ces vaisseaux et ça donne une mortalité fœtale très élevée parce que c'est un saignement très important qui touche les vaisseaux du fœtus, qui arrive chez le fœtus et ça donne des saignements chez l'enfant et c'est des saignements chez la maman qui sont indolores, qui surviennent en général lors de la rupture de la poche des os qui donnent rapidement une souffrance fœtale immédiate. Une autre cause, c'est l'hématome décidual marginal. C'est lorsqu'on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un placenta bas inséré qui va en plus se décoller et donner un hématome rétroplacentaire. Là aussi, ça donne des saignements, mais en général, c'est des hématomes de bon pronostic, sans retentissement ni sur le plan maternel, ni sur le plan fœtal. Donc, vous avez les autres causes des saignements. Il faut toujours examiner le col. C'est les causes cervicales, parce qu'on a eu des cas où une femme, elle vient pour un saignement cataclysmique, on pense à un placenta prévient, on pense à une rupture utérine, on fait la césarienne, en fait, on ne trouve rien. Et là, on trouve parfois, c'est un saignement au niveau du col, c'est un cancer du col, par exemple. Donc, une néoplasie cervicale qui saigne. Donc, il faudrait toujours mettre un spéculum et vérifier toujours le col devant un saignement de troisième trimestre pour ne pas passer à côté d'une cause locale, telle qu'un polype, un ectropion ou un cancer du col, qui est exceptionnel, mais quand même, on a vu des cas. Voilà sur ce que j'avais à dire sur la partie, on va dire, un rafraîchissement théorique, on va dire. Et là, on va passer à la partie cas clinique. Donc, entre-temps, si vous avez des questions à poser. Alors, on va arrêter le partage écran. On va arrêter le partage écran. On va partager l'autre écran. La clinique. Alors, maintenant, Alors, oui, professeur, oui, on va mettre vous faites le cas clinique, ensuite vous oui, passez, oui. vous répondez aux questions ou comment vous allez faire? On peut répondre maintenant le temps de mettre le cas clinique.
si vous voulez bien. D'accord. Alors, comment faire le diagnostic de l'hématome décidual? Ah ben, comme j'ai pas mes lunettes, Oui, hein. oui. Alors, l'hématome, alors, vous êtes en train de partager. Oui, normalement, vous l'avez sur l'écran maintenant. Oui, on Alors, l'a sur l'écran. On l'a oui. sur l'écran. Et Alors, je pense oui, que vous répondez à cette question. oui, je vais répondre. À mon avis, vous passez au cas clinique Et on pour, répond après, à la fin. et peut-être il y aura des questions où ils auront les réponses. D'accord, on va voir ça. On va agrandir. Normalement, c'est bon. On a agrandi. Agrandissez. C'est bon. Normalement, c'est bon. Non, c'est vraiment petit. En fait, Alors, Khadija, mais je crois que vous ne l'avez pas complètement ouvert. oui, ok. Je vais encore arrêter le partage. Je vais reprendre. Partager. Euh, Déploiement PowerPoint. Partager. Voilà. Très bien. Très, très bien. Là, vous l'avez normalement. Normalement, on l'a. D'accord. Voilà. On entame le cas clinique, Madame Entamez Gouda? le cas clinique parce que très souvent, Il y a la on réponse. a des questions où il y a les réponses. OK. Donc, on va commencer avec le cas clinique. Donc, essayez de répondre, s'il vous plaît, s'il y a une possibilité de répondre. Possibilité par écrit rapidement une Par, réponse. par écrit, d'accord. Vous avez une patiente âgée de 30 ans qui consulte aux urgences le 11/4/2020 pour un saignement spontané avec diminution des mouvements actifs fœtaux depuis la nuit. Donc, depuis la nuit, son bébé, il ne bouge pas bien et elle vient pour un saignement. Elle n'a pas des antécédents pathologiques particuliers. C'est une deuxième geste primipare. Elle a déjà accouché par voie basse d'un enfant vivant. C'est sa deuxième grossesse. Elle est du rhésus négatif et elle est mariée depuis 3 ans et elle a un enfant vivant. Plutôt, elle n'a pas d'enfant. Donc, elle a eu un antécédent de mort in utero à 35 semaines. Ça fait 2 ans. Donc, elle n'a pas d'enfant. C'est une deuxième geste jeune de 30 ans avec aux antécédents de mort in utero à 35 semaines. Donc, la dernière consultation chez son obstétricien remonte à 3 semaines, donc où l'examen obstétrical était tout à fait normal, ainsi que l'échographie. Donc, 3 semaines avant, elle était chez son gynéco, il n'y avait pas de souci. Donc, elle vient pour un saignement avec des mouvements réduits. L'examen retrouve une patiente qui est consciente, elle est bien orientée, mais elle a une pâleur extrême, avec une tension qui est effondrée à 8,4 et une chimie d'urine. Donc, toujours faire votre examen clinique. Chimie d'urine, elle fait partie intégrante de votre examen clinique. Vous trouvez une protéinurie à 3 croix. Donc, vous faites votre examen obstétrical. Bon, là, je vous facilite la tâche, je vous donne tout, hein. Donc, l'examen obstétrical retrouve une hauteur utérine à 28 cm. La palpation utérus de bois, c'est-à-dire il est dur, il y a une contracture. Les BCF sont absents. Stéthoscope, mettez votre stéthoscope, il n'y a pas de BCF. L'examen du périnée sans anomalie. L'examen spéculum, c'est du sang qui arrive de l'utérus qui est minime noirâtre. Le col, il est fermé, il est souillé de sang, le doigtier, et l'examen cynologique sans particularité. Donc, bon, l'examen cynologique, c'est un plus là, hein. Donc, l'examen échographique, donc vous faites votre échographie. Donc, c'est une femme qui saigne, troisième trimestre. Elle a une contracture abdominale. Donc, vous trouvez une grossesse monofœtale, une présentation céphalique, un dos à gauche, une activité cardiaque néante. Il y a une mort utéro. Une biométrie fœtale avec un 82 BIP, une 250 de circonférence, 60 de fémur, liquide amniotique qui est normal, et vous trouvez un placenta qui est grade 2 en matière de maturation avec une présence d'une image hétérogène rétroplacentaire de 10 cm, entre 12 et 10 cm. Voilà votre image échographie. Donc, faites votre échographie, vous trouvez cette image qui fait 10 à 12 cm chez cette patiente. Alors, quelle est la question? Donc, quel est l'âge de cette grossesse et la date prévue de l'accouchement? Donc, comment on calcule l'âge de la grossesse? Donc, je vous dis, bon, c'est un peu... Elle vient, on va dire, la DDR, la date des dernières règles, c'est le 2 septembre 2019. Et elle arrive en consultation le 11 avril 2020. Alors, vous allez vous aider de gestogramme? Non, mais comment on calcule son cercle? Alors, les sages-femmes. Il y a des réponses, Madame Gougen?
Il y a un 34, c'est tout. Donc, c'est faux. Donc, on est à 32 semaines. Donc, en fait, comment on calcule si vous n'avez pas, vous n'avez pas d'application sur portable, vous n'avez pas de cercle, il faut juste rajouter 10 jours et 9 mois. Et là, on arrive à 32 semaines d'aménorrhée. Alors, Voilà, il y a un Galaxy qui vous a dit 32 semaines. il y en a qui ont dit, très bien, c'est 32 semaines, c'est juste, il faut rajouter 10 jours de l'ovulation et 9 mois et vous avez le calcul exact. D'accord? Donc, quel est le diagnostic le plus probable? Fatima a mis HRP. Très bien. Elle a bien compris la leçon. La plupart l'ont mis, hein. Ah, très bien. Donc, oui, c'est un hématome rétroplacentaire, c'est le diagnostic le plus probable. Quelles sont les autres étiologies que vous pouvez évoquer de ces saignements? Qu'est-ce que vous pouvez évoquer aussi à côté de l'hématome rétroplacentaire? Qu'est-ce qui pourrait donner des saignements? Alors, on répond? C'est bon? Oui, vous avez sur le chat, vous pouvez rentrer sur le chat. Oui, oui. Alors, Yeah. après, alors, Parce que moi, le je chat. risque de bouger. Alors, oui, on va voir, je vais voir les réponses. Alors, en bas, je vais descendre en bas. Il y a beaucoup de messages. Donc, Oui, alors, on a dit rupture, hémorragie déciduale, hématome. Oui, très bien. On a évoqué tous la les plupart, diagnostics. voilà, Oui, tous on les a toutes les étiologies possibles. Très que bien. vous avez cités tout à l'heure. Ah, très bien, donc c'est bon, on est bien. Alors, on a dit le placenta prévial, la rupture, l'hématome, l'hémorragie de Peyster. Et il ne faut pas oublier, vous avez oublié quand même dans les réponses, je n'ai pas vu ça dans toutes les réponses, on a dit les causes locales, il ne faut pas les oublier. C'est pour cela qu'il faudrait mettre un spéculum. Donc, bon, tout ce qui est cancer du col, les vagines, l'ectropion, tout ça, il faudrait le mettre. Il n'y a personne qui a mis ça, hein. Donc, j'ai insisté sur ça. Donc, mettre un spéculum, éliminer une cause cervicale, toujours, polype ou autre chose. D'accord? Alors, quel bilan vous allez demander? Qu'est-ce qu'on demande? Donc, on a fait notre examen clinique. Euh, vous avez posé le diagnostic. Qu'est-ce que vous allez demander? Donc, vous avez demandé TP, bilan d'hémostase, très bien, une formule, Pour un ma groupage. question, ils peuvent demander, professeur, Comment, Madame Gouga? ils peuvent demander un bilan. C'est normal. Oui, Sans passer par le gynéco, sans passer. C'est-à-dire, j'ai sage-femme, je suis au niveau des urgences, je peux demander. bien sûr. Donc, Il n'y a pas une limite. non, c'est le rôle de la sage-femme, c'est la mise en condition de la patiente. C'est-à-dire, elle vient chez vous, elle saigne. On a dit elle a un ventre de bois avec un saignement et elle est choquée avec une tension 8,4. C'est le travail en coordination, en collaboration. Donc, vous allez sûrement appeler le gynécologue, vous allez sûrement appeler le réanimateur. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un travail d'équipe. Vous allez prendre un apport solide. Vous allez commencer votre remplissage du sérum, plasmagel. Vous allez commencer à faire votre prélèvement, un bilan d'urgence. Le bilan d'urgence, c'est un bilan standard où vous allez demander un bilan d'hémostase, une formule numération rapidement, un groupage Rhésus très rapidement et une fonction rénale. Tout le monde peut demander ça. Même la sage-femme, elle a le droit de demander Ah, ça. voilà. Donc, Après, il vient me dire, Gynéco, pourquoi vous avez demandé tout ça? oui, Pour non, non. me Au contraire, consulter. elle doit anticiper, elle doit faire rapidement parce que c'est une question de temps. Parce qu'on sait qu'il y a des endroits où il n'y a même pas de gynécologue. Donc, la sage-femme, elle est habilitée à demander Très un bien, bilan. Par contre, très elle bien. n'est pas habilitée à faire une transfusion. C'est un acte médical, d'accord? D'accord. Donc, elle est habilitée à Est-ce qu'elle prendre. fait l'écho en même temps Oui, quand elle elle fait demande ça? l'écho. En fait, le diagnostic de la HRP, il est clinique, mais elle peut confirmer par l'échographie. Maintenant, l'échographie, elle est on va dire, dans le programme d'enseignement des sages-femmes. Actuellement, c'est 5 ans, c'est plus comme avant. Et dans leur programme, quatrième année, cinquième année, ils ont l'échographie comme module. Ils Alors, ont... nos participants, ils ont tout compris. Ah والله oui, غير عاد ماني نقرا او ميم طون راني نهضر Aminata, معاك moi وشي اون aussi, je suis تران en train دو de lire.
Ils ont Oui, vraiment bien. et ils ont bien saisi les infos. Très bien. يعطيكم الصحة. Ah, c'est bien, oui. Je vois. Là, il y a une qui a écrit FNS Group. Il y a tout, hein, il y a tout le bilan. Il y en a même qui ont demandé des dédimères. Bon, on ne va pas aller demander On va des pas aller dédimères. vers les dédimères, ça fait Non, trop. on ne va Faut pas pas demander. faut Non, rester dans l'urgence. bon, c'est écrit non-assistance, bilan démonstration. Voilà, il faut demander un bilan, on va dire, standard. OK? Bilan d'urgence obligatoire. Donc, formule, bilan d'hémostase, fonction rénale et tout ça. Donc, là, cette femme, on a fait un bilan. La sage-femme, elle a fait son bilan. Elle trouve un HbA6 des plaquettes à 6, un TP à 65% et un fibrinogène à 3 grammes. Donc, quand on demande un bilan, il faudrait aussi savoir l'interpréter. D'accord? Il faut savoir interpréter le bilan. Parce qu'en général, ce qu'on voit dans la pratique quotidienne, donc je parle des zones où il n'y a pas de gynécologue, où il est loin, où il fait des gardes appellatifs et tout ça. Vous allez communiquer ça par téléphone parfois, ou avant d'évacuer la malade et tout ça. Donc, il faut savoir interpréter le bilan. D'accord? Quelle est votre conduite à tenir en urgence? Donc, la malade, elle est choquée. Elle a une tension de 8,4. Elle a une mort utérus. Le bébé, il est décédé. Elle a un hématome de 12 centimètres. Il est très gros, 12 centimètres. C'est important, un hématome de 12 centimètres. Il consomme les facteurs de coagulation. Et elle a un HbA6. Vous avez demandé très bien un bilan d'urgence. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? On va voir les réponses. Alors, les gens qui ont dit transfusion, on a dit c'est un acte médical. Ils ont mis voix d'abord. Ah oui, très bien. Remplissage, doit d'abord, puis col et fermer césarienne en urgence. Oui, très, très bien. Alors, en matière d'hématome rétroplacentaire, si le col il est ouvert, c'est-à-dire même si la patiente elle est en état de choc ou tout ça, on va l'emmener au bloc. Donc, le premier geste à faire, c'est rompre les membranes. S'ils sont accessibles, donc perce membrane et vous allez rompre les membranes. Pourquoi on rompt les membranes? C'est le premier geste. Vous faites en consultation avant d'emmener la malade au bloc ou avant de l'évacuer, parce que quand vous faites votre rupture de la poche des os, donc, ça va diminuer la tension au niveau de l'utérus. Et quand on diminue la tension, on va diminuer aussi le volume de l'hématome. Donc, si le col il est perméable, si la poche elle est accessible, même en cas de placenta prévia, essayez de rompre les membranes. C'est le premier geste que la sage-femme pourra faire. Donc, rompre les membranes, d'accord? Si ils sont accessibles. Donc, très bien, on a vu les voies d'abord et tout ça. Donc, on va voir les réponses. Donc, l'HRP, c'est une urgence obstétricale, on l'a dit par excellence. Pronostic, il est en jeu. Donc, c'est les mesures de réanimation, mettre en condition l'oxygène, la sonde vésicale. Donc, vous avez tout un travail à faire avant l'arrivée du gynécologue. Donc, commencer remplissage vasculaire en attendant la transfusion sanguine. Donc, et puis, bon, pour les troubles de la coagulation, c'est plus, ça revient de la spécialité. Donc, le traitement obstétrical, Professeur, oui, professeur, oui, moi je suis obligée de bouger. On m'a oui. appelé. OK, il y a pas... Je vais vous laisser, même, vous faites même la clôture. Je laisse le micro ouvert. Très bien. Après, je reviens l'éteindre. Je Merci vous beaucoup, laisse professeur. continuer. En cas de problème à niveau 7, ma collègue, Inch'Allah, il n'y aura pas de elle passe problème. voir. Inch'Allah, pour le moment, Non, l'Internet, ça ça marche très fonctionne bien. bien. Merci beaucoup. Excusez-nous, chers participants, et nous, on se rappelle. On se rappelle. Au revoir. Bon Allez, courage. au revoir. Au revoir. Merci à vous. Alors, on hospitalise. Il faut mettre en condition la patiente, les mesures de réanimation, la sonde, les abords et tout ça. Et puis, la transfusion, on l'a dit, en présence du médecin. Donc, évacuation utérine, donc il faut pratiquer votre césarienne sous anesthésie. Et puis, l'HRP est un facteur d'hémorragie du postpartum, on l'a dit tout à l'heure, il faut prévenir. Même si elle accouche, elle est en travail, vous avez déclenché, elle a accouché rapidement, c'est pas encore terminé. Le risque, c'est l'hémorragie du postpartum. C'est pour cela qu'il faudrait faire une délivrance dirigée avec du syntocinon. Donc, l'anti-D, on a dit la patiente, elle est du résus négatif. Il ne faut pas toujours oublier de faire l'anti-D après prélèvement du sang au niveau du cordon pour voir le résus et vérifier le coupage résus de la patiente. Donc, après,
Ça, c'est pour l'anti-D. Maintenant, la malade, elle s'en sort bien. On a fait l'accouchement et tout ça. Elle va sortir la contraception. Donc, en général, on peut donner des microprojectatifs à partir du J7 du postpartum. Et puis, ultérieurement, les grossesses, elle va vous poser la question à la malade. Elle va vous dire, est-ce que je vais refaire cette complication? Vous savez, cette patiente, elle a déjà perdu un bébé. Ça, c'est le deuxième bébé qu'elle perd. Donc, oui, il faut faire un bilan à la recherche pourquoi elle perd ses bébés, parce qu'on peut avoir un syndrome des antiphospholipides qui peut être responsable de ces hémorragies. Et puis, vous avez donné de l'aspigique et surveillance étroite de cette grossesse. Donc, voilà. Normalement, bon, Madame Gouram nous a quittés, mais nous aussi, on a terminé le cas clinique. J'espère que c'était bénéfique pour tout le monde. On va voir un peu, lire un peu les questions. Alors, si vous avez des questions, je suis en train de lire sur le chat, vous pouvez les poser. Alors, si on déclenche un HRP, on risque de la rupture utérine ou l'augmenter de volume de l'HRP. Non. Donc, on peut déclencher un HRP si la maladie elle est stable, si la tension elle est correcte, on va dire c'est l'hématome il n'est pas important. Donc, on peut déclencher. On peut pas, ça ne donne pas de rupture utérine. C'est 5 unités de Synto. On met du spasfan et elle va accoucher normalement. Maintenant, si vous avez un hématome rétroplacentaire sur l'utérus cicatriciel, là, c'est une indication de césarienne. Elle ne peut pas accoucher la patiente. D'accord? Un utérus cicatriciel avec un hématome, et il ne faut pas qu'elle accouche. Elle ne peut pas accoucher, la patiente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, j'espère que c'était très bénéfique pour vous. Inch'Allah, on va se retrouver pour d'autres formations. Donc, c'est clair. Je suis en train de lire vos messages. Mais elle a fait l'épreuve avant. Donc, à quel niveau on doit admettre une patiente, mais elle a fait l'épreuve avant. Troisième geste. Donc, une femme qui a déjà accouché, elle porte actuellement une utérus cicatriciel, si on peut autoriser l'accouchement par voie basse, hein, si une présentation elle est en sommet, la cicatrice elle est solide, c'est-à-dire les suites opératoires bonnes et tout ça, on peut déclencher, on peut laisser la patiente accoucher normalement. Alors, on arrête de donner les corticoïdes au-delà de 34 semaines. D'accord? 34 semaines, 35 semaines, on ne donne plus, 34 et 1 jour, on ne donne plus de corticoïdes. Ça, c'est les recommandations. Donc, 34 et 1 jour, on ne donne pas. L'antidé, on le donne au moment de saignement. Lorsqu'elle saigne, on est obligé de donner et on le donne même après l'accouchement. Donc, on a les sages-femmes de Wurgla. On a fait déjà des formations avec Wurgla, avec la, la, la prévention normalement. Alors, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions. Et يعطيكم الصحة. Je sais que c'est pas évident un jeudi après-midi خميس العشية كل واحد عنده انشغالاته كل واحد merci beaucoup pour votre participation. On est à plus de 250, 220 participants. Professeur, Oui, oui. bonjour, je suis la collègue, hein, je remplace le docteur Ah, Gougab. d'accord. Ah, on Alors, conclut, hein. je Ah, suis avec vous, ah. je vous suis depuis Ouais. tout à Allez, je l'heure. suis très contente. Il y a beaucoup de Oui, participants. Pourtant, on est jeudi soir, jeudi après-midi. يعطيهم justement, الصحة. يعطيهم sincèrement, الصحة. professeur, أني غير شوية parce que la participation des sages-femmes, vraiment, Allah يبارك. أنا je Ah, suis chargée de la قويين. formation. Oui, je suis chargée de la formation continue des paramédicaux. Oui. وje vous jure que العشية ما نلقاش هاد الغاشية. Ah oui, شوفي Alors, un jeudi à 15 heures, Wallah, tu trouves ça pas se voit tout le monde. elle s'intéresse aux formations, ça Elles fait sont plaisir. demandeuses, elles demandent, oui, il Oui, y a une ça fait demande. plaisir. Ouais. Alors, au nom de la direction de la formation, je remercie toutes et tous les participants qui sont restés حتى لهذا الوقت. الله يكتر خيركم. وإن on aura l'occasion d'organiser d'autres sessions de formation. Inch'Allah. Merci beaucoup. Professeur, يعطيكم je vous الصحة. remercie. Moi-même, je vous remercie à mon nom. ونقول لك بارك الله فيك. يعطيك يعطيكم الصحة. الصحة. J'espère que je suis sûre que c'était très bénéfique pour les participants. إن شاء الله نكملوا في هذا السياق إن شاء الله. Inch'Allah. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة, cellule de formation, direction de la formation. Merci beaucoup. Inch'Allah, Merci à prochaine vous. formation. ويعطيكم الصحة وفي الأمان. Au revoir.